Très bien. Je vais venir au fait, parce que c'était important que cette mise au point soit faite avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Vous avez parlé des prémices, des actes qui ont conduit à la crise, n'est-ce pas? Oui. D'abord, pour commencer, quand le CNDD est arrivé au pouvoir, j'imagine qu'en tant qu'homme politique, vous avez exprimé les inquiétudes, mais est-ce que tout de suite la gente vous a rassuré à travers le discours qui avait été tenu à l'époque par le président Dadis? Est-ce que vous étiez rassuré dès le départ? Bon, peut-être qu'à l'époque, notre situation particulière, appartenant au dernier gouvernement du général Lansana Conté, et que le jour même du décès, que des militaires viennent chez moi agresser ma famille et prendre les véhicules et certains biens personnels, ce n'était pas de bon augure. Donc j'étais suffisamment prudent et le lendemain ou le surlendemain, on a été convoqués tous au camp Alpha Yaya. Donc on était dans une situation où on n'était pas du tout rassuré, mais néanmoins, la dynamique populaire nous a, à mon niveau, fait accepter que c'était la meilleure issue dans le contexte du moment. Donc, dès le départ, la gente version Moussa Dadis Camara n'était pas rassurante, oui ou non? Bon, pour la majorité de la population, elle a applaudi, mais pour certains responsables comme nous autres, mais je peux comprendre qu'en appartenant au gouvernement qui a été déchu, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des désagréments. Mais bref, ce n'était pas du tout une raison pour globalement rejeter l'arrivée du CNDD au pouvoir. Est-ce que vous vous rappelez des premiers engagements qui avaient été pris justement par le président Dadis au moment de la prise du pouvoir? Est-ce que vous pouvez citer 2 ou 3 engagements? Bon, l'essentiel, pour dire les choses exactement, c'était le fait que le processus politique allait être mené correctement dans un délai raisonnable et que ni lui ni le CNDD ne seraient candidats pour les prochaines élections. Est-ce que la mise en place des institutions n'avait pas été aussi, n'était pas aussi l'un des engagements du président Dadis, notamment le CNT? C'est vrai, mais pratiquement, on n'a pas connu le CNT, ni une avancée notable du processus politique. Il a fallu pratiquement tout précipiter au début de l'année 2010. Est-ce que 9 mois après, le président Dadis a tenu ses engagements? Dans les faits majeurs, non. Très bien. On va parler du harcèlement des leaders politiques et des leaders de la jeunesse, surtout de l'Axe. Est-ce que vous étiez au courant que à la prise du pouvoir, le président Dadis avait créé une commission pour recruter des jeunes à l'Axe pour son soutien? Est-ce que vous étiez au courant? Bon, j'ai entendu, j'ai ouï dire que de l'argent circulait pour recruter des éléments et ça a amené une division entre pro-CND, CNDD et anti-CNDD. Très bien. Est-ce que la corruption, qui était son cheval de bataille, est-ce que cet engagement était respecté au moment même, quelques mois après la prise du pouvoir? En agissant ainsi, ça ne pouvait qu'accréditer la thèse comme quoi il y a anguille sous roche. Très bien. Donc, à travers la corruption, il tentait déjà de rallier à sa cause toute personne qui était susceptible de contester son autorité, n'est-ce pas? C'est possible. Très bien. Ensuite, est-ce que vous avez appris que des jeunes, ceux qui refusaient la corruption, étaient malmenés, parfois arrêtés au moment des faits? Je n'ai pas souvenir de manière précise d'arrestation. Certainement, il doit y en avoir, mais je ne m'en souviens pas. Très bien. Est-ce que cette persécution de ces jeunes ne constitue pas les premières prémices
de la construction d'une dictature dans un pays? Bon, peut-être dans le contexte trouble, ce n'était pas suffisant pour globaliser et qualifier le régime à ce moment-là de dictature, à mon avis. Mais avec le temps, vous avez quand même compris que le CNDD n'était pas si différent des régimes qui se sont succédés, n'est-ce pas, en tant qu'homme politique et analyste. Qu'est-ce qui avait fondamentalement changé dans le comportement des militaires à l'époque? Tout ce que je peux dire, c'était des forces qui étaient moins structurées, moins disciplinées et qui n'étaient pas en phase avec la conception classique de l'État tel que cela fonctionnait auparavant. Très bien. Est-ce que la prolifération de mouvements de soutien ne constitue pas également un moyen tendant à conserver le pouvoir avec le recul? Est-ce qu'on ne peut pas analyser, on ne peut pas prendre cet élément comme étant un des éléments qui ont conduit justement le président Dadis à vouloir s'éterniser au pouvoir? C'est possible. Très bien. Est-ce que vous savez que ces mouvements-là, notamment le Dadis doit rester, ces mouvements-là étaient financés par les barons du CNDD? Est-ce que vous l'avez appris? Bon, je ne sais pas d'où les sources de financement, je ne sais pas, mais je sais qu'après la création de ce mouvement, Dadis doit rester, de manière spontanée, d'autres mouvements, Dadis doit quitter, à prospérer par-ci, par-là. Très bien. D'aucuns pensent que le président Dadis, son discours de Boulbiné, parce que je crois que l'un des avocats a prétendu ici que quand il a fait ce discours à Boulbiné, ce n'était qu'en réponse à une provocation des leaders politiques. Est-ce que c'était réellement logique qu'il fasse une telle déclaration, étant entendu la crise qui couvait à l'époque dans le pays? Ce n'était pas utile et ça a créé une psychose et des inquiétudes aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Revenons à ce discours de Dadis ou la mort. Il a été rapporté ici par l'un des avocats que le président Dadis se serait offusqué quand Moussa Keïta a fait cette déclaration. Est-ce que c'est une réalité, M. Ba? Bon, peut-être qu'il y a eu des réprimandes, mais dans le fait, le discours, la logique du discours a continué à prospérer. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du groupe de la CEDEAO dans la résolution de cette crise, notamment le groupe international de contact pour la Guinée? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, qu'est-ce qui a conduit à la création de cette entité pour venir en aide au pays? C'était une volonté de faire en sorte de faire converger toutes les initiatives, aussi bien de la CEDEAO, de l'Union africaine et de toutes les autres organisations internationales, y compris les partenaires bilatéraux, en un pool pour ne pas être dispersés et pour avoir une force d'appoint susceptible de compter dans la balance pour mener à bien la transition telle qu'elle était exprimée formellement au début. Est-ce que vous savez que le 2 septembre, M. Moussa Dadis Camara a déclaré officiellement en présence des membres de ce groupe de contact international qu'il allait se présenter aux élections présidentielles? Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas souvenir, bien que j'ai participé à beaucoup de rencontres, mais bon, de manière explicite, je ne me souviens pas de cette déclaration. Effectivement, il a tenu cette déclaration en présence des représentants de ce groupe international de contact à Conakry. Et plus loin, il est allé les faire participer à une réunion le 2 septembre à Conakry. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au cours de laquelle sa candidature a été officiellement sollicitée par des gens qui l'avaient manipulé au stade. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je ne me souviens pas exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la réunion qu'il a orchestrée avec les maires, les élus locaux
Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion? J'ai entendu parler de cette réunion. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion au cours de laquelle chacune des communautés a sollicité sa présentation aux élections présidentielles? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je me souviens de cette rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Moussa Dadis Camara peut dire qu'il n'était pas dans la dynamique de se présenter à l'élection présidentielle? Les faits attestent une volonté d'être présent. Est-ce que ce n'est pas cette volonté de se maintenir au pouvoir qui a conduit à l'organisation de cette manifestation? C'est tout à fait exact.